Bonjour et bienvenue à cette première édition de l'émission 10 minutes pour convaincre. Alors justement, notre premier invité pour cette émission, c'est Maître Denis Emmanuel Philippe. Bonjour. Bonjour Amit. Alors, Maître Philippe, vous êtes avocat fiscaliste au cabinet Blum et si vous êtes là, c'est parce qu'on va parler évidemment de fiscalité puisqu'elle est dans l'actualité. On ne va pas parler de reconfinement, on va parler plutôt d'impôt sur la fortune, de cadastre des fortunes puisque c'est un petit peu ce qui est au programme de cette coalition gouvernementale. Alors, le chrono va démarrer. Première question, quand on lit les déclarations des uns des autres, si je lis les déclarations du MR, de l'OpenVLD, donc la partie droitière, si je puis dire, de ce gouvernement, ils disent, écoutez, il n'y a absolument pas de nouveaux impôts, il ne faut rien craindre, il n'y aura pas d'impôt sur la fortune, il n'y a certainement pas de cadastre sur la fortune. Et puis par contre, quand je regarde les déclarations, par exemple, du président du PS, Paul Magnette, il dit très clairement, si, il y a un impôt sur la fortune et il y aura un cadastre des fortunes. Donc je vous pose la question benoîtement. Qui dit la vérité ou qui ment? Il faut faire preuve de modestie. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à votre question. Ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'il y a plusieurs pistes sur la table. Il y a en effet la piste de Paul Magnette d'instaurer un impôt sur la fortune pour les patrimoines de plus d'1 million d'euros. Et puis à côté de ça, on a des variantes beaucoup plus légères, si vous me le permettez. C'est la taxe sur les comptes titres améliorée pour tous les Belges qui auraient des comptes titres de plus d'1 million d'euros. Par exemple, vous avez un portefeuille d'actions cotées auprès de la banque BNP de plus d'1 million d'euros, vous serez soumis à cette taxe. Et puis la troisième variante, c'est une taxe sur les transactions financières. Lorsque vous vendez ou vous achetez des actions ou des obligations cotées, eh bien là, vous serez soumis à une taxe sur les transactions financières, ce qui serait un impôt retenu à la source par les banques sans doute. Donc voilà, il y a trois variantes sur la table à présent. Par contre, ce qu'on peut exclure a priori, c'est une taxation des plus-values. On sait que dans le gouvernement Michel, le CDNV avait vraiment poussé pour taxer les plus-values sur actions, mais là, par exemple... On y a échappé. On y échapperait, en effet. Mais alors, pour répondre à ma première question, on peut quand même dire qu'il y aura un alourdissement de la fiscalité, puisque clairement, quand on écoute le MR ou l'OpenVLD, ils disent qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts, mais quand on regarde la déclaration gouvernementale, on voit qu'il y a quand même deux bémols. Le premier, oui, sauf si discussion budgétaire serrée, il y a toujours des discussions budgétaires serrées, et puis il y a une autre phrase qui revient à dire que les épaules les plus larges devront contribuer plus, donc on peut dire qu'il y a un alourdissement. On s'aventure vers cette voie, je pense bien. Oui. Alors, on va reprendre vos trois pistes de taxation supplémentaires. Prenons celle du fameux million d'euros. Alors là aussi, de nouveau, quand on lit la presse, on a l'impression, quand on regarde ce que dit le MR, par exemple l'OpenVLD, que ça ne concernera que, si je puis dire, les placements mobiliers au-delà d'1 million d'euros. Par contre, du côté du PS, on semble dire que c'est au-dessus d'1 million d'euros, mais ça veut dire quoi? C'est vrai que si on taxe la fortune, le patrimoine, de plus d'1 million d'euros, ça veut dire que si vous avez une seconde résidence à Knock, vous avez un portefeuille titre dans une banque et que vous avez un patrimoine global de plus d'1 million d'euros, vous tomberez dans le champ de cette taxe. Donc, un impôt sur la fortune, je pense bien que c'est un impôt qui frappe tous les éléments du patrimoine. Les actions, les obligations cotées, les immeubles, mais aussi vos œuvres d'art, votre cave à vin. Donc, ce serait un impôt très large. Mais pour pouvoir l'instaurer, il faut un cadastre des patrimoines. Oui, mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire 1 million d'euros, si on prend par exemple l'immobilier à Bruxelles, il ne faut pas être riche pour facilement dépasser le million d'euros. Donc, ce ne sera plus une taxe sur les riches, ce sera quasiment une taxe sur le patrimoine de beaucoup de Belges. Pas tous les Belges, mais beaucoup de Belges. C'est vrai que si on prend le seuil d'1 million d'euros, il y aura plus d'1% de la population qui sera visée, en effet. Alors, on va essayer d'être optimiste, Maître Philippe. On part du principe que ça ne concernera, si je puis dire, que les placements mobiliers. Alors, le problème, c'est que du temps de Charles Michel, il y a eu une taxe sur les placements mobiliers. Alors, c'était au-dessus de 500 000 euros, pas 1 million d'euros. Et ça s'appelait une taxe sur les comptes titres. Et cette taxe sur les comptes titres, malheureusement pour ce gouvernement-là en tout cas, n'a rien rapporté, tout simplement parce que la Cour constitutionnelle l'a retoquée. Oui. Je préciserai quand même qu'elle a bien rapporté 250 millions d'euros par an à l'État, mais vous avez aussi raison de préciser qu'elle a été annulée. Et pourquoi est-ce qu'elle a été annulée? Parce qu'il y avait des discriminations, des différences de traitement qui n'étaient pas justifiées, qui n'étaient pas raisonnables. Prenons l'exemple du Belge qui a des actions cotées, dont un BNBF de plus de 500 000 euros. Il tombait dans le champ de la taxe. Tandis qu'une famille très riche qui avait une holding familiale, cette famille riche pouvait échapper à la taxe sur les comptes titres parce qu'elle avait des actions nominatives et non pas des actions sur un compte titre. Donc il y avait des différences de traitement, ça c'est un exemple, qui ont fait que la Cour constitutionnelle a été contrainte d'annuler la taxe, mais pas avec effet rétroactif.
uniquement pour le futur, pas pour le passé. Et puis il y avait une autre discrimination, c'est que si j'avais 499 999 €, j'échappais à la taxe. Exact. Et si j'avais 1 € de plus que 500 000, ça poserait aussi un problème pour la nouvelle taxe. En effet. Alors 1 million d'euros ici, ça viserait qui et comment est-ce qu'on va savoir que les personnes ont plus d'1 million d'euros en placement immobilier? Il n'y a pas un cadastre pour le moment de fortune? Alors, oui et non. Donc, il faut savoir que le fisc belge n'a pas accès librement aux comptes détenus par des Belges auprès des banques belges. Par contre, il a bien accès aux comptes détenus par les Belges à l'étranger, ce qui est un paradoxe. Ça, c'est grâce à quoi? À l'échange d'informations? Aux échanges, c'est grâce à ce qu'on appelle CRS dans le jargon des fiscalistes, c'est-à-dire aux échanges automatiques d'informations. Donc, je prends un exemple très simple. Monsieur Dupont a un compte au Luxembourg ou a un compte en Suisse. Il reçoit des dividendes, des intérêts sur ce compte. Eh bien, l'administration fiscale suisse ou luxembourgeoise transmet des informations vers le fisc belge. Et donc, le fisc belge peut immédiatement contrôler si vous avez correctement déclaré vos revenus de source étrangère. Par contre, le fisc belge n'a pas un accès libre, spontané, automatique au solde, à vos comptes belges. Donc ça, c'est un point important. Oui, par contre, il y a ce qu'on appelle le point central qui se trouve à la Banque nationale, où là, c'est ce que j'ai lu aussi dans la presse, en fait, tous nos comptes y figurent. Chaque année, les banques doivent donner les numéros de compte bancaire des titulaires belges. On connaît donc leurs comptes et on connaît les titulaires. Donc il y a quand même déjà un début de cadastre. Il y a un début de cadastre, mais pour que le fisc puisse aller consulter le cadastre, le point de contact central, il faut qu'il dispose d'indices de fraude fiscale qui soient crédibles. Donc il ne doit pas prouver la fraude, mais il doit bien quand même avoir des indices de fraude fiscale. Donc je ne peux pas arriver en disant « Maître Philippe, vous avez une tête de fraudeur, je vais aller regarder ce point de contact et voir ce que vous avez dans ce compte ». Voilà, exactement. Par contre, ce qu'il faut préciser, là ça va intéresser à mon avis les téléspectateurs, c'est que le fisc consulte son point de contact central 1000 fois par semaine. Je prends un exemple, Monsieur Tartampion dévoile sa vie privée sur Facebook, il montre sa nouvelle Porsche ou bien des photos de ses vacances aux Seychelles. Le contrôleur du monsieur en question va voir dans sa déclaration fiscale et constate qu'il n'a quasiment pas déclaré de revenus. Ben là, c'est un des cas où le fisc pourra aller consulter le point de contact central. Et ce qui va changer avec le gouvernement Vivaldi, avec l'accord gouvernemental, c'est que le fisc aura un accès immédiat au solde de vos comptes. Alors, avant d'en arriver là, je fais un petit retour en arrière. Donc, effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut servir de base au fisc pour aller vous contrôler sur base d'indices de richesse, c'est ça, en fait? Exactement, oui. Donc, à éviter. Si vous avez un train de vie disproportionné par rapport à ce que vous déclarez, en effet, là, c'est un des éléments qui pourrait être utilisé par le fisc pour aller consulter ce point de contact central. Donc je résume, aujourd'hui le fisc en l'état actuel peut, s'il y a un indice de fraude avéré, regarder vos comptes. Oui. Voilà. Ce à quoi il n'avait pas accès jusqu'à présent, c'était le solde de vos comptes. Il pouvait savoir si vous aviez un compte en Belgique ou pas, qui était le titulaire forcément. Et donc ici, cette coalition voudrait imposer le fait qu'on puisse connaître le solde de vos comptes, de nos comptes. Exactement, oui, tout à fait. Et donc, ce qui me laisse à penser qu'on est de plus en plus proche de l'instauration d'un cadastre des patrimoines, puisque aujourd'hui, le fisc sait tout de vos comptes à l'étranger, il sait tout de votre patrimoine immobilier. Ça, c'est via le cadastre. Voilà, il connaît aussi les bénéficiaires effectifs des sociétés belges. Donc, même si vous avez 25%, plus de 25% dans une société belge, le fisc belge le sait. D'ailleurs, il ne se prive pas d'aller consulter ce qu'on appelle ce cadastre ou ce registre des UBO, les bénéficiaires effectifs. Et maintenant, avec cette nouvelle avancée, cette nouvelle pierre à l'édifice, donc la transmission des soldes des comptes au point de contact central, voilà, le fisc a encore des munitions complémentaires. Mais donc Paul Magnette n'a pas tort de dire qu'il y a le début ou le germe d'un cadastre des fortunes qui est en train de se mettre en place. Non, il n'a pas tort. Ok. Alors, il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué, ce sont les taxes sur les transactions financières. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on va taxer chaque fois quand vous achetez et vendez une action, c'est ça? Donc l'idée qui vient là du VLD consiste à taxer à la source les opérations sur titre. Par exemple, vous vendez ou vous achetez des actions en bourse, eh bien là, il y aurait un prélèvement à la source, sans doute par les banques, au moment où l'opération est effectuée.
Donc là, de nouveau, c'est très dommageable pour l'épargnant qui nous regarde, dans le sens où aujourd'hui, on le sait très bien, les livrets d'épargne rapportent du 0,11%, c'est-à-dire rien du tout. Et si on enlève encore l'inflation, les frais bancaires, on est dans le négatif. Et donc, s'il veut, le pauvre épargnant qui nous regarde, s'il veut un petit peu doper son épargne, il doit aller en bourse. Oui. Et même là, il va être ratiboisé par cette nouvelle taxe. Mis à part que le VLD ne veut taxer que les grosses transactions, donc de plus d'1 million d'euros. Donc ça veut dire que le petit épargnant qui boursicote, lui, devrait être épargné par cette nouvelle taxe. Alors, mais ces grosses opérations, elles sont faites par qui? Par les banques. Donc finalement, indirectement, ça va revenir quand même sur l'épargnant, non? Sans doute, mon sentiment, c'est que les banques devraient être exemptées de cette taxe. Ce qu'on veut viser surtout, ce sont les Belges, les particuliers, mais peut-être aussi les sociétés qui font des transactions boursières d'une grande ampleur. Maître Philippe, mille merci. On arrive au terme de ces 10 minutes. Merci beaucoup. C'est d'une clarté biblique, si je puis dire. Et je vous propose de retrouver sans plus attendre le portrait de la semaine, celui de Paul de Sauvage, qui est donc l'actionnaire principal d'Actibel, mais qui est aussi avec son frère Benoît, propriétaire d'une des plus belles salles de vente d'Europe, la plus grande d'ailleurs d'Europe, en tout cas en mètres carrés. Et il va nous expliquer, donc la salle de vente Europe, il va nous expliquer comment il a pu passer le cap du Covid, notamment en faisant appel aux délices du numérique, si je puis dire.